Bonjour et bienvenue dans les matins du Sénat. Un droit de réponse. Le président de l'association musulmane pour un islam de France a été auditionné par la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste. Il souhaitait réagir aux propos de la journaliste Zineb El Razoui. Zineb El Razoui qui, devant cette même commission d'enquête, avait estimé que l'association musulmane pour un islam de France était, je cite, un clergé adoubé par la République qui pourra émettre des fatwas. On regarde l'audition, on en reparle juste après. Notre propos ici n'est pas de répondre aux polémiques qui font partie du jeu, notamment quand on parle d'islam en France. C'est un sujet qui est assez fertile en polémique. Notre propos, c'est de vous expliquer comment concrètement on pense qu'on peut agir. Alors, cette réflexion s'inscrit dans un cadre, fruit de 4 ans de travail, que j'ai commencé moi personnellement avec l'Institut Montaigne, qui ont donné lieu à 2 rapports, je vous les montre. Il y en a un qui s'appelle « Un islam français est possible », un autre qui s'appelle « La fabrique de l'islamisme ». Je crois d'ailleurs que M. Bigorgne a demandé à ce que l'Institut soit auditionné pour qu'on vous parle dans le détail de ces travaux. Et personnellement, peut-être pour commencer, pourquoi je suis là, pourquoi je travaille là-dessus. Pour moi, le choc, c'était Charlie. C'était l'hypercachère avec une question. Je suis français, confession musulmane, de double culture. Ma mère est protestante. J'ai été élevé dans cette double tradition. Toujours considéré que la religion était quand même plutôt une affaire privée. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de diversité. J'ai créé le club du XXIe siècle. J'étais conseiller de Jean-Pierre Raffarin, puis ensuite banquier chez Rothschild. Je me suis dit, ce jour-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et surtout, est-ce qu'on peut ne rien faire quand quelqu'un comme moi, quelqu'un comme nous, qui ont bénéficié de l'école de la République, qui ont été élevés, socialisés dans ce contexte-là. Est-ce qu'on peut dire finalement la religion c'est une affaire privée, ça ne nous regarde pas, c'est hurluberlu, c'est dangereux, c'est terroriste. Et pour moi la réponse a été non. Il faut agir d'une certaine manière malgré soi, parce que la plus grande pente vous porte plutôt dans le respect de la tradition laïque, on peut discuter de ce que c'est que la tradition laïque, mais à considérer qu'aujourd'hui, les questions religieuses sont des questions privées. Je pense qu'aujourd'hui, les questions religieuses, et notamment la question musulmane, n'est plus une question privée, mais est devenue une question politique. D'une certaine manière, cette commission, tous les travaux, toutes les inquiétudes qu'il y a autour de l'islam en témoignent. Et donc, je me suis dit, il faut essayer de comprendre ce qui se passe pour agir. Comprendre ce qui se passe, ça a donné ce premier travail, et notamment une grande enquête sur les musulmans. Parce qu'on parle toujours des musulmans, mais on ne sait pas qui ils sont. En général, d'ailleurs, on leur donne assez peu la parole. On parle pour eux. Et nous, ce qu'on a essayé de faire avec l'Institut Montaigne, c'est à la fois comprendre les dynamiques, mais faire une photographie, faire un diagnostic. Avant de donner une stratégie, avant de proposer une politique, je pense que c'est toujours mieux de savoir de quoi on parle. Ce diagnostic, qu'est-ce qu'il a montré ? Il a montré l'extraordinaire diversité de la situation. Avec une population beaucoup plus jeune que le reste de la population française, très forte concentration géographique, liée en fait c'est la géographie de la reconstruction de la France, c'est la géographie de l'immigration. On a vu aussi une diversité sociale assez inattendue. Il y a un cliché sur l'échec du modèle français d'intégration. Cette enquête montre qu'il n'y a pas d'échec du modèle français d'intégration. Il y a des échecs d'intégration qui sont minoritaires. Ce que ça montre aussi, c'est qu'à situation égale de départ, le destin social des immigrés est plutôt meilleur que celui du reste de la population française. Ce que ça montre, c'est qu'il y a une élite, il y a une classe moyenne aujourd'hui de confession musulmane, inattendue, parce que invisible, parce que silencieuse. Et je vais revenir sur ce silence. Ce que ça montre, et ça on le sait, c'est qu'il y a un échec de l'intégration qu'on mesure assez bien à travers le nombre de personnes qui sont hors de l'emploi, hors des institutions. On a mesuré dans cette enquête 30% des musulmans, on va les appeler musulmans, pour faire simple, je devrais dire français de confession musulmane, ou de culture, puisqu'ils ne sont pas tous musulmans, quand bien même ils seraient de culture musulmane, qui sont à l'écart. Là-dedans, il y a des femmes qui ne travaillent pas, et puis il y a de nombreux jeunes. Ce qu'on a vu, et d'une certaine manière, à ma grande surprise, parce que
je savais que ça existait, je ne pensais pas que le quantum était aussi important. C'est qu'on a la majorité de la population, des Français comme les autres, intégrés, républicains, plus croyants que la majorité des Français, qui ont un système de valeurs qui ressemble assez à celui des catholiques pratiquants. Plus conservateurs sur le plan des mœurs, qui ont exactement les mêmes relations aux impôts, à l'immigration, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un deuxième groupe, un quart à peu près, avec beaucoup d'étrangers, donc d'immigrés de première génération, qui à l'évidence importent leurs us et coutumes de leur pays d'origine, mais qui ne revendiquent pas. Qui en gros pensent ce qu'ils pensent, mais qui ne l'affichent pas, ne l'affirment pas, n'ont pas de vision autoritaire dans l'espace public. Et puis il y a un troisième groupe qui est le plus problématique, où il y a beaucoup de jeunes, énormément de jeunes, où là, à l'évidence, on a des Français, parce qu'ils sont tous Français, ceux-là, qui utilisent la religion pour manifester une forme de rébellion. On parlait dans le rapport de sécession. Sécession idéologique, ce qui ne veut pas dire violence, mais ce qui veut dire inversion de la hiérarchie des normes, et c'est très important, autoritarisme, vision autoritaire de la religion, et vision autoritaire de la religion à l'égard d'abord de leurs coreligionnaires. Je rappelle, c'est très important, que les premières cibles des islamistes, ce sont les musulmans. Ça, c'était le constat. On peut parler des raisons, vous avez auditionné beaucoup de gens très compétents, je ne vais pas m'étendre dessus. Maintenant, les solutions. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on voit ? Et puis, quand on a complété ce travail-là avec celui-là, qui retrace la généalogie, la fabrication industrielle de l'islamisme depuis en gros un siècle, avec 4 centres, le centre égyptien des frères musulmans, le centre saoudien, wahhabite, et mezza voce, d'une certaine manière, le centre iranien, et puis aujourd'hui quand même très fort, le centre turc. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'il y a une offensive idéologique, je dis bien idéologique et pas religieuse, pour affirmer, afficher, prendre le pouvoir, édicter une certaine vision de l'islam, l'imposer aux musulmans et dire au reste du monde, c'est ça l'islam. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On reconnaît que c'est un grand combat d'idées, c'est un grand combat idéologique, c'est un grand combat théologique, et c'est important de le considérer. Ce n'est pas un problème social, ça a à faire avec Dieu, ça a à faire avec la religion. Pourquoi c'est important ? Parce que toutes mes discussions avec les parties prenantes publiques me montrent que c'est compliqué, et c'est encore compliqué, peut-être moins aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans, de reconnaître que c'est un problème religieux dans un État qui est un État laïque, qui a du mal à comprendre parfois, qui a oublié ce que pouvait être la religion. Donc c'est un sujet religieux. C'est un sujet religieux d'abord à l'intérieur de l'islam, avec la volonté des uns d'imposer leur vision, et à travers leur vision religieuse, leur vision de l'organisation de la société, leur vision des relations entre les sexes notamment, et l'organisation dans les familles, et la vision de l'organisation politique. Et puis du coup, c'est aussi un sujet entre eux, les islamistes, et la République. Parce que, d'une certaine manière, c'est un projet concurrent. Et quand ils viennent et quand ils prêchent, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, regardez-vous les jeunes Français, on vous dénie votre francité. Regardez le niveau de discrimination. Regardez comment vous êtes traités. Regardez les différences qu'il y a entre vous et les autres. Et puis regardez aussi vos parents. Vos parents ont été humiliés, vos parents ont été colonisés. Et puis d'ailleurs, vous n'êtes pas de votre pays d'origine. Donc c'est quoi votre identité ? Mais votre identité, c'est musulman. Mais pas musulman comme vos parents. Vos parents, ils ont été humiliés. Musulmans comme nous, on vous le dit. Avec une affirmation identitaire, avec une affirmation politique. C'est pour ça qu'il faut parler, je crois, d'islam, des identitaires musulmans, qui veulent s'affirmer, qui veulent s'afficher, avec une hiérarchie des normes qui est remise en cause, très, très, très clairement. Bon, une fois qu'on a fait ce constat, qui est inquiétant, compte tenu notamment des volumes, qu'est-ce qu'on fait ? On considère qu'il faut mener une bataille. Que cette bataille, et je le dis et je pense que c'est important, elle ne se gagnera pas sans les musulmans. Elle ne se gagnera pas sans la mobilisation des musulmans. Elle ne se gagnera pas sans que les pouvoirs publics incluent les musulmans dans leurs réflexions. Bien souvent, on a des réflexions de l'exécutif ou des parlementaires, enfin peu importe. On voit tout le monde sauf les musulmans. Non, c'est une bataille qui se joue à l'intérieur de l'islam et qui se gagnera avec les musulmans ou qui se perdra sans les musulmans. Donc il faut mobiliser les musulmans. Ensuite, il faut parler aux musulmans. Comment on fait ? On peut parler institutions.
c'est 20 ans de discussion, le CFCM, la représentativité, etc. Nous, notre idée, c'était que la question de la représentation est une impasse. C'est très compliqué car pas légitime en islam. Et puis quand vous allez parler aux gens qui finalement nous intéressent, eux, plus vous êtes institutionnel, plus vous êtes représentatif, moins vous êtes légitime pour eux. Et donc notre idée a été d'aller sur le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. La régulation. Il y a des marchés aujourd'hui liés à l'islam. Il y a le marché du halal dont on parle beaucoup, il y a le marché du pèlerinage, il y en a un dont on parle très peu mais qui est le plus important, qui est celui des dons. Et les gens, les fidèles, les Français comme les autres, les consommateurs, savent que tout ça est extraordinairement mal organisé, avec une forme de prévarication des uns, une forme d'absence de qualité du service des autres, des prix trop élevés presque tout le temps, etc. Pourquoi parler de ça? Parce qu'il faut pouvoir rendre des services. Dans un contexte où l'institutionnalisation est compliquée, il faut, d'une certaine manière, faire de la politique par la preuve. Si je cite quelqu'un d'autre. La preuve, c'est qu'on est capable de rendre un service qui est un service nécessaire. L'idée de la MIF, c'est ça. C'est un régulateur qui rend des services et qui, en échange, collecte un petit peu d'argent et qui utilise cet argent non pas pour le privatiser, comme c'est le cas aujourd'hui, mais pour le socialiser, le mettre au service de l'intérêt général. Le service de l'intérêt général, aujourd'hui, c'est quoi? Je vous dis, il y a un grand combat idéologique. Il faut financer des chaires, pas forcément des chaires de recherche publique, mais le travail théologique. C'est extrêmement important, c'est la mère de toutes les batailles. Il faut former des religieux, avec autre chose que la vulgate traditionnelle, qui n'est pas forcément extrémiste, mais traditionnaliste ou traditionniste, qui consiste à répéter, et je parle sous l'autorité du professeur Bajrafil, des interprétations, on va dire pour le moins anciennes. Il faut aussi donner des moyens pour salarier les imams, parce que former des imams, si on n'est pas capable de les payer, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, on est capable à peu près de former des imams, plus ou moins bien, on est incapable de les payer. Il faut aussi, c'est absolument essentiel, être présent sur les réseaux sociaux. Tout le monde regarde de très près ce qui se passe dans les mosquées. L'enjeu est beaucoup plus sur les réseaux sociaux que dans les mosquées. Dans l'enquête qu'on avait faite, on avait demandé aux musulmans où est-ce que vous apprenez, où est-ce que vous transmettez l'islam. La première réponse, c'était la famille. La deuxième, c'était Google. Et la mosquée est arrivée bien après. Donc, il y a cette question du combat théologique assumé qu'il faut pouvoir financer. Et puis, il y a l'inscription de l'islam dans la société. Il ne faut pas laisser le combat contre la haine anti-musulmane aux identitaires. Il faut s'en emparer et, si possible d'ailleurs, pas la réduire à la question musulmane. Moi, je rêve d'un SOS universalisme et pas d'un combat antiraciste fragmenté. Il faut absolument se saisir de la question de l'antisémitisme. L'antisémitisme au nom de l'islam. Il existe, ça ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt, il faut le combattre. Et une organisation musulmane a vocation à le combattre. Et puis enfin, et peut-être surtout, le djihadisme a une dimension religieuse. Le djihadisme doit être combattu avec des arguments religieux. Et je pense que c'est essentiel pour l'ensemble de la communauté nationale, l'ensemble des Français, de voir qu'une organisation musulmane s'engage sur ce sujet. Donc voilà à quoi sert la MIF, à la fois un collecteur qui organise, qui régule, qui met du professionnalisme et qui utilise les fonds collectés pour former, pour mener la bataille idéologique et pour également inscrire l'islam dans les questions de société et lutter contre les ennemis qu'il faut combattre. Je te passe la parole. Allez-y. Tout d'abord, merci beaucoup de votre invitation qui nous permet de pouvoir exposer, j'ose pas dire notre point de vue, mais une certaine réalité qui est la nôtre. J'aime beaucoup cette maison-là. Mon père était sénateur d'Afrique du Nord. Dans les suites, il a participé au siècle dernier à la première organisation du culte musulman en France. Moi-même, j'ai été intéressé par ces questions par avoir été nommé en 98 par le président Chirac, membre du Comité national d'éthique, au titre des 5 personnes désignées directement par le président de la République en raison de leur appartenance à un courant de pensée philosophique ou spirituel. Alors, ça peut étonner dans une république démocratique, laïque et sociale. Et il se trouve qu'on se trouve un catholique, un protestant, un musulman, votre serviteur, un juif et un libre penseur. C'est par hasard, parce qu'on aurait pu avoir très bien 5
bouddhiste. C'est cette espèce de hasard, cette espèce de laïcité bien comprise et qui permet finalement de suivre exactement la première devise américaine, et pluribus unum, arriver à faire un avec plusieurs et pour lutter contre la juxtaposition de communautés dont nous ne voulons pas. Ça m'a mené à la présidence du conseil d'orientation de l'agence de la biomédecine, qui était la même chose que le comité d'éthique, mais de manière plus appliquée, puisqu'on était en charge d'assurer finalement l'équité de la distribution des organes et des allocations en matière de transplantation, mais aussi de donner l'autorisation, du régime d'autorisation sur les recherches sur les cellules souches ou sur les cellules embryonnaires. Sur la partie de greffe d'organes, une très brève incise. Vous savez très bien qu'on n'a pas le droit, et c'est heureux en France, de faire de statistiques ethniques ou confessionnelles, et on peut se demander est-ce que nos concitoyens de confession musulmane, est-ce que les familles vont accepter d'être donneuses d'organes au même titre que les autres religions. Et la République ne peut pas faire ça, puisque la République ne reconnaît aucun culte. De manière intéressante, ce sont des statistiques uniquement au doigt mouillé, c'est un travail simplement de médecin et puis d'impression. Lorsque j'étais étudiant en médecine, lorsque j'étais jeune interne, le pourcentage de dons d'organes par rapport à des personnes qui sont en état de mort encéphalique et qui sont de confession musulmane, ce pourcentage était de 0%. Au fil du temps, maintenant dans ma pratique, 30 ans plus tard, je rencontre que la moyenne nationale, elle est aux alentours de 30%, le taux de refus. Chez les personnes de confession musulmane, la famille va se faire témoin d'une opposition d'à peu près 50% des cas. Donc c'est un verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je prends ça comme une logique d'intégration heureuse, d'assimilation, puisqu'il n'y a qu'une seule communauté qui vale, qui est la communauté nationale. Finalement, pourquoi est-ce que l'AMIF, pourquoi est-ce que lorsque Hakim, d'autres amis me demandent est-ce que je souscris complètement à ce projet, je dois dire comme déclaration de lien d'intérêt, pas de conflit d'intérêt, de lien d'intérêt, que je suis aussi membre du bureau du Conseil français du culte musulman, donc j'ai rien contre le CFCM, au contraire, et que je suis aussi président du Conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France, qui a une vocation culturelle, et dont vous savez qu'elle a été au départ initiée, portée par le président Chevènement. Finalement, l'idée, c'était de pouvoir être au service de tous. Être au service de tous, c'est musulmans et non musulmans, pour tous les Français, pour les croyants et pour les non-croyants. Parce qu'on voit bien que ce qui nous réunit aujourd'hui est quelque chose qui est d'essence, je crois, très importante. La question de l'islam en France, c'est une des 4-5 grandes questions que notre pays doit affronter, maturer, et puis finalement dépasser pour pouvoir être présent de manière sereine entre nous et aussi à l'échelon international. Paris est symboliquement une forme de capitale du monde arabe, musulmans et chrétiens. Et au-delà des parties, de ces parties linguistiques, quand on est de bonne famille en Égypte, au Liban, les garçons ils vont à l'université américaine pour apprendre le business et puis l'anglais, et puis les filles elles vont à l'université française pour apprendre les bonnes mœurs et les bonnes manières, parce que tout ce beau monde-là, je suis très sexiste et peut-être outrecuidant, je dis que c'est un élément passé dans cet imaginaire symbolique qui est celui-là, de cette bonne société qui est absolument trilingue, français, anglais, arabe. Il y a une dimension qui fait que Paris, ça apparaît symboliquement comme la capitale du monde arabe. Un Premier ministre avait émis une fois une vocation de faire de Paris l'espèce de Harvard de l'islam. On est dans cette dimension-là. Je pense que n'ayons pas peur de notre vocation internationale ou internationaliste, et soyons cette espèce de vrai phare. Et c'est vrai que si on prend les grandes institutions que nous avons dans notre pays, il y a le Conseil français du culte musulman, qui a une vocation ordinale, c'est quasiment notre ordre des médecins ou ordre des avocats, des architectes. C'est-à-dire que le Conseil français du culte musulman, finalement, il va pouvoir déclarer que tel ou tel a la vocation ou a la potentialité pour être imam. Ça veut dire qu'il doit aussi avoir un pouvoir de police lorsqu'un imam se comporte de manière absolument dévoyée, en disant que si vous écoutez de la musique, vous allez devenir un chien ou encore pire, un porc. On doit pouvoir avoir un élément de sanction. À côté, il y a un élément finalement de sécularisation pour cette majorité. Et puis la Fondation de l'Islam de France, qui a une vocation culturelle. Elle n'est peut-être pas importante au plan quantitatif, elle est très importante au plan qualitatif, parce que c'est le dialogue avec ces autres partis républicains et autres. Et c'est pour ça que je pense que cet élément-là peut être fédérateur et utile pour tous. Merci. D'abord, merci pour l'invitation.
Très rapidement, pourquoi le projet de l'AMIF et pourquoi l'avoir rejoint. Je reviendrai exactement sur le départ que mes deux co-auteurs ont mentionné, à savoir ce qui s'est passé en janvier 2015. Jusque-là, je savais, on menait en interne un combat contre une idéologie extrémiste qui a la particularité, et vous me direz, c'est le cas de toute idéologie extrémiste, de vouloir faire main basse sur l'islam. Et quand, en janvier 2015, ont eu lieu les attentats, j'ai dû, personnellement, sur proposition d'un éditeur, commencer à écrire, et j'ai commis un livre en 2015 que j'avais intitulé « L'islam de France, l'an 1 ». Partant de l'idée qu'on souffre, nous, à l'intérieur de l'islam, d'une sorte de statisme qui, pour beaucoup, empêche de pouvoir dire que nous ne pouvons pas, et c'est une phrase que je répète souvent, lire le monde d'aujourd'hui avec les lunettes de gens qui nous ont précédés il y a, par exemple, 1000 ans. Et que, par conséquent, on ne peut, par exemple, pas dire, et je vous le dis ici tout autant que je le dis ailleurs, que le terrorisme n'a rien à voir avec une certaine lecture de l'islam. Ce que je vous dis là, je le dis dans les mosquées de France et de Navarre, en disant clairement que le terrorisme peut trouver de quoi le justifier dans l'héritage juridique de l'islam. Et à partir de là, un travail s'impose, qui est un travail, de mon point de vue, de déconstruction, de montrer qu'il existe une autre lecture que celle-là qui est proposée, autant ancienne que nouvelle, et que par conséquent, pour aller très rapidement au but, il est du devoir du musulman, sous peine de voir sa religion non seulement être dévoyée, mais aussi et surtout purement et simplement disparaître, eh bien, de se ressaisir de cet effort d'interprétation qui est cher à l'islam, qu'on appelle ijtihad, afin justement eh bien, de permettre, pour parler du cas d'école qui est le nôtre, le cas français, aux musulmans, aux Français de confession musulmane, de vivre à la fois son islamité et sa francité, étant convaincu que les deux n'étaient pas antinomiques. Parti de là, 3 ans après, j'ai commis un autre livre intitulé « Lettre à un jeune Français musulman, réveillons-nous », avec toujours le même objectif. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, pour aller très vite, c'est que il existe 2 pans qui, en réalité, de mon point de vue, monopolisent les débats dans cette affaire, pour tout ce qui a à voir avec l'islam, en tout cas en France. C'est que d'un côté, nous avons cette lecture littéraliste et extrémiste, puriste, pour laquelle il n'existe pas une autre forme de vivre l'islam que la sienne. Et puis de l'autre côté, vous avez une lecture non moins radicale et extrémiste, pour laquelle il n'existe aucune seule et unique forme de lire le texte coranique, par exemple, qui est celle des extrémistes. Et du coup, on se retrouve, nous, au milieu, enfin la majorité des musulmans, que l'on somme permanemment et constamment de devoir dire « je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela ». Alors que, comme il a été dit ici à plusieurs reprises, la majorité des musulmans, des Français de confession musulmane vivent en parfaite harmonie avec les lois de la République et la plupart du temps ne posent aucun problème. Mais vous savez que c'est une manie chez nous. On parle souvent des trains qui arrivent en retard davantage que ceux qui arrivent à l'heure. Et quand on vient tenir un discours de réconciliation, comme dit un ami, il faut accepter que on est un trait d'union, et qu'en tant que trait d'union, on doit se faire taper des 2 côtés. Alors d'un côté, on nous traite de vendus à la République, et de l'autre avec des menaces, les menaces qui vont avec, et puis de l'autre, on nous traite de 5e colonne, et on est ainsi comme cela. Mais c'est justement parce que nous avons cette ambition de réconciliation chevillée au corps que nous nous sommes engagés dedans, au mépris parfois de menaces qui nous concernent personnellement, des menaces de mort, mais dont je préfère ne pas faire mention ici, qui viennent de côtés bien précis, dont on parlera si bien entendu les questions nous y conduisent. Donc adhérer à cette idée, à ce projet de l'AMIF, s'inscrit pleinement dans ce combat que nous menons au quotidien, parce que nous restons quand même des acteurs de terrain. J'ai les vendredis à peu près entre 2500 et 5000 personnes qui écoutent un prêche. On essaye avec les moyens qui sont les nôtres de diffuser
un discours qui soit en opposition avec cette manière, j'ai envie de dire, littéraliste et extrémiste de voir les choses. Et j'ai découvert dernièrement avec satisfaction que les vidéos que nous faisons de manière très artisanale, parce que je n'ai pas une équipe derrière qui me gère, j'ai des étudiants à moi c'est eux qui ont décidé de mettre les cours sur Internet, mais moi je n'ai jamais mis de cours sur Internet, apparemment elles totaliseraient à peu près entre 12 millions et 20 millions de vues. Alors je me dis, c'est peut-être quelque chose qui mériterait que l'on continue, mais je vous avouerai que parfois, on a envie de baisser les bras tellement les tensions sont fortes, d'un côté comme de l'autre. Je vous remercie encore pour votre invitation. Merci, messieurs. Tout d'abord, Monsieur El Karoui, de vous rassurer, nous auditionnerons l'Institut Montaigne en tant que tel. Les travaux de cet institut nous intéressent. Alors, vous parlez d'un islam modéré, donc en creux, cela met en exergue un islam radical qui justifie le concept, d'après vous, d'islam de France, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas un judaïsme de France ou un catholicisme de France ou un bouddhisme de France. Donc, pour nous prémunir, vous avez effectivement créé, avec plusieurs personnes, certaines identifiées comme à un moment de leur parcours comme frères musulmans, mais ça je laisserai la rapporteure en parler plus précisément. Donc vous créez une association, ou plutôt deux. Une association Loi 1901 que vous présidez et une association 1905 que monsieur Tarek Obrou préside. Alors je voudrais savoir comment s'est passée est-ce que c'est une nomination parce que aujourd'hui c'est une constitution ou une élection? Vous avez combien d'adhérents aujourd'hui dans votre association? Quels sont les statuts de votre association? Est-ce qu'on peut être destinataire des statuts de l'association? J'ai lu avec attention un article dans Marianne où vous dites qu'il y a une charte qui fixe un cadre clair et républicain à vos travaux. Est-ce que l'on peut être destinataire de cette charte? Vous pouvez nous en parler. Et puis vous dites que la gouvernance de votre association, ou j'imagine des deux associations, permet de mettre à l'écart ceux qui dévieraient de la ligne. De quelle ligne et de quelle pratique parlez-vous? Voilà, moi je souhaitais avoir aujourd'hui ces premières réponses à ces questions, et ensuite je passerai la parole à Madame la rapporteure. Alors, question de l'islam de France. Islam de France, islam en France, islam français. Moi j'ai écrit un livre qui s'appelle L'islam, une religion française, chez Gallimard. Pourquoi islam de France? Il y a un islam du Maroc, il y a un islam d'Algérie, il y a un islam de Tunisie, il y a un islam de Libye, il y a un islam d'Égypte, il y a un islam... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une organisation nationale. Pourquoi c'est important de parler d'islam de France? Parce que ça veut dire qu'on a besoin d'une organisation nationale. Et on n'a pas besoin d'une organisation financée, gérée par des pays étrangers, notamment le Maroc, l'Algérie, la Turquie, qui financent assez largement des mosquées, qui envoient des imams en accord avec le ministère de l'Intérieur et qui s'ingèrent dans des affaires qui devraient être des affaires franco-françaises. Voilà pourquoi on parle d'islam de France. Ensuite, la MIF, il y a deux associations, une 1901 et une 1905. Une 1901 qui a vocation culturelle, une 1905 qui a vocation cultuelle et qui a notamment vocation à recueillir des dons et dont le premier objectif est de contribuer à l'organisation de la formation des imams. La MIF 1905 ne doit pas former elle-même des imams, mais organiser la concertation avec des parties prenantes musulmanes pour que l'argent recueilli permette de mettre en place une formation définie dans un cadre républicain, c'est-à-dire un cadre républicain, c'est tout simple, vous me posez la question, ça veut dire qu'on respecte les lois de la République. Il y a 30 membres au conseil d'administration des deux associations, les 30 mêmes membres, les bureaux sont différents en fonction des spécialités des uns et des autres. Nous avons publié dans Le Monde un texte au moment de la création de la MIF en novembre 2018, je pourrais vous l'envoyer. Chacun a signé une charte éthique, notamment qui concerne les conflits d'intérêts, parce qu'un des problèmes aujourd'hui de l'organisation de l'islam en France, c'est les conflits d'intérêts, notamment les conflits d'intérêts économiques, et tous les membres ont été identifiés, sélectionnés d'une certaine manière. Ils se sont auto-institués. Personne n'a nommé
tel ou tel. Quand on crée une association en France, il y a un groupement de personnes qui décident de créer une association. C'est ce qu'on a fait. Mais il y avait un travail très important d'identification des uns et des autres, de connaissance de leur parcours et de connaissance, et c'est quand même l'intérêt, de leurs écrits, de leurs dits et de leurs écrits aujourd'hui. Certains ont un parcours, on va en parler. Moi, je ne préjuge pas du parcours des uns et des autres, et je crois qu'on a le droit de changer. Voilà comment ça s'est fait, sur quelle base. Dans un état d'esprit qui est un état d'esprit constructif et avec, dans certains cas, la satisfaction de faire venir à nous des gens qui, il y a quelques années, peut-être ne seraient pas venus. Merci. Donc je considère que la réponse, la MIF, aujourd'hui, 30 adhérents, 30 membres, qui parlent donc au nom des musulmans. C'est bien ce que vous me dites. Pardon. La MIF n'a pas de vocation de représentativité. Aucune. N'a pas cette ambition-là, n'a pas cette prétention-là. L'organisation qui doit représenter les musulmans, on peut discuter sur le fait qu'elle réussit ou pas, c'est le CFCM et les fédérations qui structurent le CFCM. L'ambition de la MIF, c'est d'être un régulateur qui collecte des fonds parce qu'elle a rendu un service, elle est rémunérée par une redevance et elle réinvestit ce service-là, non pas comme c'est le cas aujourd'hui en privatisant les bénéfices, mais en les socialisant. Et en les socialisant pour former d'un côté les imams, on en a parlé, et pour travailler à la lutte contre toutes les formes de haine liées à l'islam. Parfait, je vous remercie. Madame le rapporteur, Jacqueline. Oui, alors plusieurs questions. Alors, du coup, avec vos derniers propos, Monsieur Ngaroui, c'est un peu un business que vous allez mettre en place, si j'ai bien compris. Mais peut-être que mes propos sont un peu excessifs. Alors moi, vous me dites si je peux vous interrompre. Attends, je vous pose toutes mes questions et vous y répondrez. Moi, je voudrais d'abord savoir. Notez, pardon. Pour des raisons de clarté de la discussion, je notais effectivement toutes les questions. Vous répondrez en bloc après. Alors j'ai plein de questions à vous poser, bien évidemment, parce que j'ai regardé un peu précisément ce qu'était la MIF et ce que souhaitait faire la MIF. Alors d'abord, je voudrais savoir, de manière très claire, si la création de la MIF correspond ou répond-elle à une demande du président de la République, de l'Élysée, des pouvoirs publics. Est-ce que cette association, voilà, c'est une attente du président de la République ou de l'Élysée? Ça, c'est très important que vous nous le précisiez. Et puis, avant d'aller plus loin dans mes questions que je souhaite poser à un certain nombre d'entre vous, je voudrais savoir si, autour de la table d'aujourd'hui, si face à nous, nous avons des gens qui ont été membres de la confrérie des frères musulmans. C'est très important pour moi de le savoir, puisque les frères musulmans ne sont pas ce qu'on appelle les plus républicains de ce pays, et c'est une véritable inquiétude pour un certain nombre d'élus et pour un certain nombre de services de renseignement. Donc, ces deux premières questions, j'aimerais bien que vous y répondiez. Monsieur El-Karoui. Et après, j'en ai d'autres. Alors, la MIF n'est pas un business, la MIF est une association qui vise à gérer et à réguler de façon transparente des activités économiques. La MIF n'est constituée que par des bénévoles et la MIF ne va enrichir personne. Entre nous, c'est plutôt l'inverse, vu le temps passé à y travailler. Donc la MIF n'est absolument pas un business, la MIF est un régulateur sans vocation profitable. Ensuite, vous posez la question de est-ce que c'est une demande du président de la République. Je vous invite à lire ce rapport donc, de l'Institut Montaigne qui date de 2016. Le président de la République n'était pas président de la République. Tout est déjà décrit comme recommandation, pas recommandation de politique publique, mais recommandation à destination des musulmans. Ensuite, je ne suis pas membre, je n'ai jamais été membre des frères musulmans. Et entre nous, poser la question est grotesque. Après, vous pouvez établir des fiches sur les uns et sur les autres. J'ai vu ce qui avait circulé. Je sais par qui ça a été fait. Bon, voilà, je pense que la parole est libre dans ce pays tant qu'on ne diffame pas les gens. Je pense que plusieurs fois, il y a un certain nombre de gens qui ont été diffamés. À eux de répondre. Mohamed, tu peux peut-être répondre parce que je pense qu'il y a eu des allégations te concernant intéressantes. Merci pour la question. Je pense que c'est surtout la dernière qui me concerne. Et comme il nous a été demandé de parler sous serment, je suis très heureux et vous remercie, Madame la sénatrice, pour votre question et sa clarté. Moi, je suis venu en France en 1999. Je suis né aux Comores et un peu comme Obélix, je suis tombé dans
les sciences islamiques parce que je n'ai pas été ailleurs que chez moi. Donc j'ai été formé par mon père et mes oncles jusqu'en 99 où je suis venu en France pour faire mes études à l'université Paris 7 où j'ai fait des études de lettres modernes et de linguistique de la première année jusqu'au doctorat. Je n'ai jamais été frère musulman de ma vie. Si je dois avoir une confrérie à laquelle appartenir, ce serait la confrérie Soufi Ba'alawiya de mon père et de ses maîtres et de la confrérie Chadhiliya dont ma grand-mère paternelle a donné le terrain pour qu'elle soit construite et c'est dedans que j'ai été formé. Il se trouve qu'en 2008, si ma mémoire est bonne, il y a un monsieur qui s'appelle Sofat Hijazi, qui est aujourd'hui actuellement en prison en Égypte, qui est membre des Frères musulmans, qui venait faire des conférences en France librement. Je n'ai jamais été dans un pays arabe faire des études, il faut vraiment que ce soit très clair lorsque nous parlons sous serment. Ce monsieur venait en France faire des conférences et je l'ai servi de traducteur, et à ce moment-là précis, il y avait un livre de traditions prophétiques, sur les traditions prophétiques, qui s'appelle Muqaddimat ibn Salah. Je le dis en arabe pour que tout le monde entende. C'est un livre des traditions du prophète. J'ai lu une partie, 2 ou 3 pages avec ce monsieur qui est des Frères musulmans. Je trouve grotesque à partir de là. Donc tout ça, c'est écrit de manière à ce qu'il n'y ait pas de doute. Et c'est mes élèves qui avaient posé la question il y a maintenant 5, 6, 7, 8 ans, je crois. Et je leur ai répondu de manière à ce que tout soit clair et que je n'ai rien, qu'on ne vienne pas dire que derrière, Mohamed, tu as ceci et cela. Et malheureusement, malgré cette transparence, on continue à me dire que finalement, tu es dans telle association. En 2015 aussi, en réaction aux attentats de 2015, un certain nombre de théologiens se sont réunis sur mon initiative et l'initiative d'un autre ami qui s'appelle Mohamed Najah, de réunir des théologiens. Et comme on parle sous serment, je peux vous dire que nous ne regardions pas la couleur de la personne, il s'agissait de compétences théologiques. Et on a créé une association qui s'appelle CTMF, Conseil théologique des musulmans de France, même pas des musulmans de France, parce qu'on n'a pas du tout vocation à représenter personne. On s'est dit, on crée cette association avec pour but d'aider le musulman français le français de confession musulmane qui veut bien le faire, eh bien, l'aider à vivre à la fois son islamité et sa francité. Il se trouve que beaucoup parmi les membres de cette association étaient, apparemment des ex de l'UEIF, et on a dit que, de fil en aiguille, mutatis mutandis, c'est l'organisation de l'UEIF, mais je peux vous garantir de là, parce que nous parlons sous serment, que moi, en tant que membre de ce conseil, je n'ai jamais eu affaire à l'UEIF comme organisation contrôlant le CTMF, parce que pour moi, je n'ai aucun lien avec l'UEIF. Que ce soit très clair et net. Très bien, c'est très clair, monsieur. J'ai jamais été membre de cette organisation. Très bien, c'est très important. Merci. Alors, d'autres questions. J'ai donc... vous parlez toujours de francité, d'islamité. Moi, ça m'échappe. Pardon. Juste oui. Pour... non seulement nous n'avons pas été membres, mais notre objectif est de combattre l'islamisme. Je crois que les choses doivent être claires et nettes. Donc, on essaye d'introduire le doute. Il n'y a absolument aucun doute. Notre objectif, et je tiens à votre disposition les propos d'islamo-identitaires, les propos du CCIF, les propos de Marwan Mohamed. Regardez ce qu'ils disent de la MIF. Le fait d'être attaqué à droite et à gauche de tous côtés, ça vous dit aussi où vous êtes. Et je pense que ça dit plus que les accusations de tel ou tel que par ailleurs on connaît assez bien et dont on connaît l'histoire. Parfait, merci de cette précision. Il n'y a pas de questions grotesques. Il y a des questions que nous devons poser qui doivent clarifier une situation. Merci. Alors, je voulais revenir sur les mots francité et islamité qui m'interpellent. Nous sommes français, point. Et le reste, nous sommes des croyants et des non-croyants. Donc, il me semble que quand nous vivons sur le territoire, nous sommes majoritairement français. Il y a des étrangers. Et le reste, c'est un engagement personnel religieux. Donc, francité et islamité, ça m'interpelle un peu. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on fasse avancer le sujet. Vous disiez tout à l'heure, monsieur Bajrafine, que vous luttiez contre l'islam radical depuis 2015, mais je pense que l'islam politique et l'islam radical, on a constaté qu'il existe dans notre pays bien avant 2015. 2015, effectivement, ça a été les attentats de Charlie, mais il fallait être un peu dans le déni pour ne pas accepter l'idée
que ça remonte bien avant 2015. Cet islam politique qui aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis uniquement, puisque le président de la République en a parlé, provoque une certaine partition, existe depuis les années 2000. C'est exactement à ce moment-là que les choses ont commencé à évoluer dans le pays. Et alors, en 2000, justement, et c'est une question que je voulais vous poser, Monsieur Barjafi, l'UOIF avait exigé le retrait d'une clause dans le texte qui s'appelait « Principes et fondements juridiques régissant les rapports entre les pouvoirs publics et le culte musulman en France », qui reconnaissait le droit de changer de religion. L'UOIF a exigé qu'on retire cette partie-là. Donc moi, je voulais savoir si l'apostasie est quelque chose qui va être autorisé ou qui est autorisé dans l'islam. Et je voulais savoir que vous, en tant que vice-président de la MIF de cette partie cultuelle, est-ce que vous pensez, est-ce que vous admettez qu'un musulman a le droit de quitter l'islam pour une autre religion, ou est-ce qu'il ne peut plus en avoir du tout, sans être menacé, sans être attaqué? Ça, c'est une première question que je voulais vous poser. Et puis j'en ai une deuxième, parce que vous avez des références théologiques de certains prédicateurs islamistes, peut-être prédateurs pour certains d'ailleurs, dont certains ont soutenu le djihad armé, des pratiques qui, pour moi, sont contraires totalement aux valeurs humanistes de notre pays. Donc je voulais savoir, en tant que vice-président de la MIF, toujours, dédié, je crois, à la formation des imams, si j'ai bien compris, voilà. Je voudrais savoir ce que vous pensez de Youssef El-Qaradawi, et est-ce qu'il est toujours une référence pour vous, puisque vous avez dit dans une vidéo que Qaradawi, c'est un très grand savant, quelqu'un qui a fait énormément de bien à notre communauté. Donc on peut quand même s'interroger sur, voilà, quand vous admirez ce type de personnes, ça peut nous interroger, républicains que nous sommes, parce que nous sommes tous des républicains, sur ce que veut faire la MIF pour lutter contre ces excès de la religion. Je réponds à la première question. Merci encore pour la clarté de vos questions qui me permettent de développer un certain nombre de choses. Alors, que ce soit bien clair, moi, avant 2015, je vous ai parlé de 2015 comme point de départ, non pas de mon combat au quotidien, parce que je suis imam dans plusieurs mosquées depuis très longtemps, et ce combat, je l'ai mené et je continue encore de le faire, donc sur le terrain, mais c'est seulement parce qu'en 2015, il s'est passé des événements tragiques qui ont secoué le pays, et c'est aussi parce qu'en 2015, j'ai commis un livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, la question que vous posez, qui est de savoir si je suis pour qu'un musulman puisse quitter sa religion, non seulement je suis pour qu'il puisse le faire, je l'ai écrit dans mon livre en 2015 et dans celui aussi de 2018, je pense que la peine d'apostasie condamnant la personne à la mort pour avoir changé de religion, de mon point de vue, est anti-islamique. Mais je ne vais pas la développer ici, parce que ce n'est pas le lieu, mais c'est juste vous répondre que non seulement j'y suis favorable, mais je pense que la peine qui a été prononcée, de mon point de vue, n'a pas de source théologique sur laquelle pouvoir s'appuyer. Donc je vous le dis en toute honnêteté, parce que j'ai cette conviction chevillée au corps. Deuxième question que vous posez au sujet de Youssef El-Qaradawi. Je pense l'avoir dit. Vous avez vu une vidéo, mais je l'ai dit dans d'autres vidéos, que d'abord, je ne l'ai jamais vu, donc je ne l'ai jamais rencontré, donc je ne sais pas que ce soit très clair encore une fois, puisque nous parlons sous serment. Ensuite, j'ai précisé dans pas mal d'endroits en quoi ce monsieur a été une référence. Je vous le dis ici, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure où je vous parle, beaucoup parmi ceux qui se réfèrent à la jurisprudence musulmane traditionnelle estiment que ce soit très clair et bref, estiment qu'une femme, quand elle est tuée à tort par quelqu'un, par un accident de dans un accident de voiture par exemple, elle vaut la moitié en termes de dédommagement de l'homme. Et ce monsieur a été le premier et le seul à ma connaissance à l'avoir dit. Donc je suis clairement dans mes bottes de dire que sur cette question-là, ce monsieur a été une référence. Mais de grâce, très clair là-dessus, vraiment. Mais que ce soit clair et net. Là-dessus, pour moi, c'était une révolution, parce que je n'ai jamais eu un théologien musulman avant lui qui a tenu ce discours, qui est celui que je défends. Pardon, ton exemple n'est pas clair.
J'ai pas compris. Hein. Ah bah alors Dit l'inverse de ce que tu voulais dire. Bah, en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que ce monsieur, Youssef El-Qaradawi, je me répète, a dit que quand une femme est tuée injustement, elle vaut en termes de dédommagement que ce que vaut un homme, point à la ligne. Et là-dessus, alors je m'excuse si j'ai dit les choses autrement, et à partir de là, je me dis que lui, sur ce point-là, qui n'est pas mon maître, je répète, mon maître c'est mon père, et mes maîtres, moi je ne l'ai jamais rencontré, c'est vraiment lorsqu'on parle sous serment, là-dessus il m'a été une référence, et je pense qu'il est le seul, à ma connaissance, je le dis encore une fois, à ma connaissance, à avoir tenu ce discours-là, sur cette question. Sur les autres points de vue qu'il a développé, je suis en totale opposition avec l'idée de tuer des gens sous forme de djihad ou je ne sais quoi. Je n'ai jamais soutenu un propos pareil et je vous demanderai encore une fois de relire ce que j'ai écrit, puisque j'ai écrit aujourd'hui 2 ou 3 livres. Sur ces questions-là, je suis très clair et je répète, pour moi, l'apostasie est une peine anti-musulmane et cette question qu'il a dite, pour moi, elle a été révolutionnaire dans le droit musulman. J'espère avoir répondu à vos questions. Est-ce que je peux compléter d'un mot? La MIF, il y a un conseil d'administration. Si jamais nous avions le moindre doute sur une personne, cette personne serait exclue de la MIF. Voilà. Et le doute, il est très simple. Les règles sont très simples. Nous sommes en République, il y a des lois. On respecte les lois de la République. Et les lois de la République sont au-dessus des lois religieuses, qui sont des lois personnelles. Voilà. Là-dessus, les choses sont très claires. Parfait. Vous m'avez bien répondu que vous transmettriez les documents, tout à fait, donc il n'y a pas de souci, mais je n'en doute pas. Je pense que si vous me permettez juste de rajouter une chose, c'est que pour nous, en tout cas pour moi, il n'y a pas de théocratie. C'est-à-dire que pour moi, une loi religieuse, c'est une tchèque-tchouka d'un temps, et qu'il convient aux hommes de s'organiser comme bon leur semble. C'est en cela que je trouve que l'islam politique est une supercherie. Et ce n'est pas devant vous que je le dis seulement, je l'ai déjà dit avant. Jacqueline. Je voulais juste dire une phrase. Vous savez, les Français, ils ne sont pas représentés par des religieux, les Français sont représentés par des élus. Qui représentent le peuple français? Ce sont les élus, ce ne sont pas des religieux. Je veux dire une petite... Parce que, vous savez, quand on dit « nous représentons les musulmans », ça veut dire quoi? Les 3/4, ils sont français. Qui représente les musulmans qui sont français? Ce sont les élus. Donc voilà. Donc, je veux dire, c'est très important. Ben, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, voilà. Mais c'est important parce que le peuple français, qu'il soit athée, catholique, musulman, bouddhiste ou rien du tout, ou juif, il est représenté par des élus. En France, on est représenté par des élus. Alors, il y a une question, puis j'en ai 2 autres après. Oui, je vais laisser pour des raisons d'horaire. Et après, je reprendrai la question. J'ai demandé est-ce que chacun, vous puissiez me donner les horaires, donc je vais pouvoir... faire selon vos contraintes, mes chers collègues, et nous les comprenons. Donc, Rachel Masvir, si vous voulez bien poser votre question. Oui, merci. Je prie de m'excuser, mais je vais à Marcoussis. Vous savez, c'est là où se passe le rugby aujourd'hui. Oui. Et bon, on part à écart. Et vous en êtes tout pardonné. Au plus tard. Voilà. Donc, vous avez évoqué les Iraniens. Bon, je pense que c'est un peu particulier par rapport à l'islam majoritairement sunnite en France. Et eux, ils sont plutôt, vous me direz si je me trompe, organisés hiérarchiquement. C'est beaucoup dire, mais enfin, ils sont organisés. Alors, vous avez dit que c'est un combat théologique. Et vous avez dit que la bataille ne se gagnera pas sans les musulmans. Alors, la question est, avec quels musulmans? Parce qu'aujourd'hui, il y a une inorganisation manifeste et les interlocuteurs sont difficiles à trouver pour avoir vraiment une réponse qui puisse être celle de l'ensemble des musulmans de France. C'est la première question. Et puis ensuite, vous avez parlé de former des religieux et vous avez dit qu'il fallait les payer. Alors bon, on est dans un État laïque, je vous apprends rien, et donc c'est pas l'État qui les paiera. Donc c'est une question, qui va les payer? Voilà. Et puis ensuite, troisième question, troisième remarque, vous avez dit, et c'est vrai, qu'il n'y a pas de statistiques officielles, elles sont interdites. On sait par contre que certains organismes ont fait des sondages, et notamment, paraît-il, les statisticiens plutôt du côté des États-Unis, et que, entre autres, ces statistiques disent par exemple qu'en France, c'est au prix de l'emplette, je veux dire, enfin au moins des lectures que j'ai eues qui peuvent être contestées, en 2050, les agnostiques et les athées seraient majoritaires. Alors, là, ma question est la suivante. Est-ce qu'il existe dans les communautés
turque, maghrébine, disons. Hein. Vous n'y voyez pas quelques trucs cachés, hein, je veux dire. Dans les communautés qui se revendiquent donc de tous ces pays, est-ce qu'il existe des associations qui regroupent les agnostiques ou des athées? C'est ma troisième question. Je vous en prie. Merci, monsieur le sénateur. Je vous réponds rapidement. Vous dites qu'il faut une organisation. Je vous réponds, je suis bien d'accord avec vous et c'est ce qu'on essaye de faire. Sans organisation, on ne pourra pas mener cette bataille théologique, idéologique et culturelle. Sans organisation, et c'est le cas aujourd'hui, ou avec une désorganisation totale, en fait, ceux qui mènent la partie, ce sont les plus militants. Donc on a besoin d'organisation, on a besoin de moyens, on a besoin de transparence, et une façon d'avoir des moyens, c'est de rendre des services transparents, professionnels et efficaces. Cette organisation, la MIF, n'a pas vocation à travailler toute seule. Il y a le CFCM, et on espère que le CFCM, il y a un nouveau président, il y a un nouveau recteur de la mosquée de Paris qui ont l'air d'avoir des dispositions qui sont favorables. Le CFCM a vocation à représenter le culte et les mosquées. La MIF a vocation à être une caisse de financement. Et puis, il faut un travail théologique à côté. Notre modèle, quand on regarde ce qui existe, vous disiez, madame, que les croyants n'ont pas vocation à être représentés. Ils n'ont pas vocation à être représentés, ils ont vocation à être organisés. L'Église de France, c'est une organisation des croyants. Le Consistoire central du judaïsme, c'est une organisation des croyants. La Fédération protestante, c'est une organisation des croyants. Les musulmans sont des Français comme les autres, ils peuvent être organisés comme les autres en tant que croyants. On a besoin de ces trois pôles. Un pôle d'organisation du culte, on a besoin d'un pôle de financement et on a besoin d'un pôle théologique pour ne pas laisser la théologie aux extrémistes. Vous parliez, pardon, c'était votre troisième question. Oui, le financement. Le financement, c'est tout l'enjeu. Le financement, aujourd'hui, l'objectif, c'est l'objectif premier de la MIF, c'est de le rendre transparent et non pas de le prélever par l'intermédiaire d'une taxe, notamment pas du tout d'une taxe publique, mais par une redevance, par un service rendu aux fidèles sur des moments de leur vie où ils sont amenés à à consommer, enfin à payer quelque chose pour le pèlerinage par exemple, ou tout simplement quand ils donnent de l'argent. Le troisième sujet, c'est les... La question était qui financerait les imams? Je pense qu'à terme, ce serait bien de pouvoir financer les imams, si ce n'est complètement, au moins en partie, et par exemple sur leurs droits sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, si la MIF a suffisamment de moyens, je pense qu'elle a vocation d'abord à instituer une diplomation, comme c'est le cas du consistoire central, et aller jusqu'à soit des revenus, à donner des revenus globaux, soit à donner des compléments de revenus. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez un lien entre la diplomation et le revenu. Donc ça sert à quelque chose de former si ça a ensuite un impact sur les revenus des uns et des autres. Le troisième sujet, c'est, vous parliez des ex-musulmans. Alors il y a des voix. Est-ce qu'il y a des organisations? Je ne sais pas. Dans l'enquête qu'on avait faite avec l'Institut Montaigne, on avait vu qu'il y avait environ 15% alors pas des Français parce qu'il y avait des étrangers, mais des gens qui avaient des parents musulmans qui ne se disaient plus musulmans. Donc il y a une part assez importante de personnes de culture musulmane qui ne se disent plus aujourd'hui musulmans. Merci. Juste un mot sur la question de la représentativité et puis de l'élection. Effectivement, il y a un syllogisme et puis un fait. Le syllogisme, c'est l'islam est hostile à la laïcité. Or, la laïcité est essentielle à la démocratie, donc l'islam est hostile à la démocratie. Donc c'est un syllogisme qu'il faut pouvoir dénoncer. Maintenant, effectivement, dans les espèces de grands groupes sociaux, anthropologiques, des musulmans en France, il y a des musulmans qui sont en voie de sécularisation ou en voie de retrait ou de séparation de la religion. Il y a des musulmans qui sont tentés, c'était l'un des grands bienfaits de la utilité de cette enquête de l'Institut
Montaigne. Il y a des musulmans qui sont tentés par une logique sécessionniste et qui vont annoncer « on est chez nous », qui est similaire au « on est chez nous » d'autres extrêmes. Et puis, il y a les musulmans de la majorité silencieuse, de l'islam des familles tranquilles. Alors, ils sont silencieux, mais ils sont majorité. Ils sont majorité, mais ils sont silencieux. C'est ce qu'on essaie aussi de fédérer. Jacqueline Eustache-Brinio, qui a trois questions complémentaires. Trois questions pour vous, Monsieur El Karoui. Alors, une première question. En 2018, sur France Culture, vous avez dit que le modèle français est un modèle d'assimilation et d'oppression de la majorité sur la minorité. Vous évoquez une immense xénophobie du modèle français et un niveau de discrimination extrêmement élevé. Moi, je vis en banlieue. Franchement, je ne suis pas sûre que ce soit aussi violent que ça. Donc la MIF, effectivement, se donne comme objectif de lutter contre le racisme, en particulier anti-musulman, qui aujourd'hui n'est pas franchement prouvé, hein, parce que des actes antisémites, on en voit tous les jours, mais des actes contre la communauté musulmane, et c'est tant mieux, on n'en voit quand même pas tous les jours. Alors, vous souhaitez gérer et représenter ce culte musulman en France. Pas représenter. Oui, enfin, le gérer, c'est ambigu quand vous dites pas représenter. C'est-à-dire que si vous dites que gérer, je redis ce que j'ai dit au début, c'est du business. Et si vous dites pas représenter, à ce moment-là, on se demande à quoi ça sert. Et je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que le modèle républicain français vous semble-t-il inconciliable avec les droits des citoyens français de la religion musulmane? Parce qu'avec vos propos, vous, quand même un peu violents sur ce qui se passe éventuellement pour la communauté musulmane, j'aimerais avoir cette question. Puis une autre question, alors évidemment ça ne vous concerne pas complètement, mais comme vous avez travaillé ensemble, Monsieur Tariq Obrou, il est président de la MIF sur la partie cultuelle, on est d'accord, voilà. Et il a été membre fondateur du Conseil théologique musulman de France, je crois avec vous, monsieur, il me semble, voilà. Et dans ce Conseil théologique des musulmans de France, on y voit quand même beaucoup de gens qui viennent de l'UOEF, qui est, à ma connaissance, la branche française des frères musulmans. Donc, je me pose question, pourquoi au sein de la MIF, il y a des gens qui sont si proches de l'UOEF? Je sais que M. Tariq Obrou a quitté l'UOEF, il l'a dit, s'est exprimé depuis 2018, donc au moment où la MIF a été créée. Donc moi, la question que je me pose, c'est que est-ce qu'il rejette complètement l'idéologie islamique? Et vous avez désigné dans la fabrique de l'islamisme, hein, puisque je l'ai là, vous désignez les frères musulmans comme l'une des deux grandes mouvances de l'islamisme, vous, monsieur. Pensez-vous, pourtant, vous insistez sur la lutte contre le salafisme? Alors je me pose la question, pensez-vous que les frères musulmans sont moins dangereux que les salafistes? Et ma dernière question concerne le voile, qui est un marqueur pour moi politique, le voile. Moi, je mène depuis longtemps un combat contre le voile, pour plein de raisons, parce que je pense que c'est aussi une liberté. Voilà, on voit aujourd'hui des femmes dans des quartiers entiers de la région parisienne qui vivent avec des tenues qui sont loin d'être la liberté. Et d'ailleurs, je vais faire une comparaison peut-être très violente, mais l'ayatollah Khomeini, quand il a pris le pouvoir, son premier geste politique, ça a été de mettre les femmes sous abaya. Et je me dis que dans les quartiers, dans certains quartiers populaires de France, nous avons le même objectif politique. Alors, je vous pose la question du voile parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle dans vos propos. Dans votre livre, vous avez écrit que comme Français, je me battrais pour que les musulmans puissent exercer leur culte, bon ça, il n'y a pas de souci, y compris pour que les femmes aient le droit de porter le voile dans l'espace public, puisque certaines d'entre elles, puisqu'elles y tiennent. Mais comme musulman, je me bats pour que mes collégionnaires laissent de côté les interprétations fausses, donc inutilement rigoristes. Donc, ce qui m'interpelle, c'est ces deux axes du en même temps. Quand je suis français, j'ai une position qui est celle-là, et comme musulman, j'ai cette position qui est celle-là. Donc cette double position, par exemple, sur le voile, m'interpelle beaucoup. Donc je voudrais avoir votre analyse finale sur le port du voile. Et en particulier sur ces petites filles et ces jeunes filles qui sont voilées de plus en plus tôt dans nos quartiers, en tout cas en banlieue parisienne.
Alors, Jean-Yves Lecomte, puisque vous aussi, votre temps est compté, est-ce que vous posez la question? Je voudrais faire un point d'ordre, parce que je trouve que l'organisation de cette commission d'enquête n'est pas du tout acceptable sous cette forme. Je ne conçois pas, je n'ai jamais vu une commission d'enquête où la commission d'enquête est en fait organisée entre un dialogue entre le rapporteur et la personne auditionnée, et il y a de temps en temps des intermédiaires publicitaires où les autres membres de la commission d'enquête peuvent poser des questions. Pas du tout. J'ai pris la question de M. Rachel Mazuir. Non, mais excusez-moi, je peux quand même... Enfin, je pense que lorsque vous me donnez la parole, je peux au moins faire un point d'ordre avant de commencer mes questions. Oui, tout à fait. Parce que, si vous voulez, en général, le rapporteur, effectivement, a priorité pour poser des questions au début, et après, les autres membres de la commission d'enquête peuvent continuer. Écoutez, c'est ce qui s'est passé, Monsieur Lecomte. Si vous aviez écouté, j'ai proposé à Monsieur Mazuir, qui avait un vrai problème de contretemps, de pouvoir poser la question. Madame la Présidente, ce n'est pas la première fois. Non, c'est la première fois, je pense. Ce n'est pas la première fois que je constate. Parce que vous n'avez pas fait beaucoup d'auditions, donc je pense que vous n'avez pas assisté à toutes les auditions. Non, mais c'est sûr que je risque de ne pas en faire beaucoup plus. Écoutez, Monsieur Lecomte, je vous propose de poser votre question dès à présent. En tant que vice-président de la commission d'enquête, je répète que je considère qu'à un moment, effectivement, il y a bien entendu priorité au rapporteur pour poser des questions, mais que après, effectivement, les membres de la commission d'enquête doivent pouvoir poser des questions. C'est ce qui a été fait. Et pas, en internet entre deux questions du rapporteur. J'ai rendu service à Monsieur Mazuir. Donc là, vous faites un point d'ordre qui, en fait, je ne rendrai plus service. Donc, Monsieur Lecomte, grâce à vous. Merci. Lorsque je vous entends, j'ai quelques interrogations, parce que de cette commission d'enquête et de précédentes, j'ai bien entendu et compris que finalement le manque de connaissances, même de personnes qui pratiquent la religion musulmane, de la religion musulmane, peut engendrer des faiblesses qui peuvent engendrer des manipulations menant à l'extrémisme. Mais cette observation peut-elle être transformée, comme vous le faites, en combat idéologique? Ou est-ce que ça doit être simplement une ouverture sur la connaissance? Parce que là, vraiment, vous présentez ça comme un combat idéologique et théologique. Alors que finalement, il n'y a pas qu'en France où la conception, la pratique de la religion musulmane a évolué au cours des 30 dernières années. Et si on voit partout, il n'y a pas qu'en France, quels sont les deux vecteurs, la situation sociale et les moyens, et les moyens de certains pays, en particulier du Golfe. Ce n'est pas fondamentalement des dialogues c'est pas fondamentalement des dialogues théologiques. C'est deux éléments marquants qui ont fondamentalement fait évoluer la situation en France, comme dans beaucoup de pays. Et moi, ce qui me gêne, c'est est-ce que vraiment vous considérez dans un combat idéologique ou et théologique, ou dans finalement le devoir d'approfondir la connaissance? Parce que si après vous allez plus loin, parce que moi, ce qui me choque aussi, c'est quand vous évoquez finalement la nécessité presque de faire une norme nationale pour l'islam. Enfin, l'islam est divers. Est-ce qu'on peut de cette diversité tirer une norme, vouloir tirer une norme? Est-ce que c'est pas justement là qu'il y a le danger? Est-ce que c'est pas en essayant de vouloir faire une norme qu'il y a des combats qui peuvent mener à l'extrémisme? Et ce qui est encore plus dangereux, c'est quand vous incitez finalement les pouvoirs publics à rentrer dans la fabrication de cette norme, où le Conseil, le CFCM, a aussi été, à mon sens, une dérive. Parce que finalement, les pouvoirs publics sont rentrés dans cette volonté de normer quelque chose que les pouvoirs publics n'ont pas à normer. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, de ce rappel à la sérénité et puis à l'enseignement, finalement. Moi, j'ai envie de vous répondre avec deux citations brèves. La première, elle est d'Averroès. Et Averroès, il disait « L'ignorance mène à la peur mène à la haine,
Et la haine conduit à la violence. C'est vrai qu'il y a une primauté, il y a un primat de l'amélioration de la connaissance. Et en ça, vous avez absolument raison. C'est en ça que cette dimension que l'on discute, elle ne peut pas être uniquement sur le registre du cultuel, mais également du culturel, raison pour laquelle j'avais cité la Fondation de l'Islam de France, qui est actuellement faible sur un plan quantitatif, mais qui est essentielle sur le plan qualitatif. La deuxième citation, c'est Saint Paul. La lettre tue, c'est l'esprit qui donne la vie. Et effectivement, finalement, il faut essayer d'aller au-delà de l'orthodoxie, ou plutôt de l'orthopraxie. La question, le mystique soufi, sa question, c'est pas de s'astreindre à faire ses 5 prières par jour. Sa question, c'est de faire de sa vie une prière. Peut-être que c'est trop irénique, mais la partie essentielle est qu'on a un déficit de compréhension de l'islam, y compris de la part de nos propres co-religionnaires. Il y a une incompréhension ou une méconnaissance de la part de nos concitoyens, quelle que soit leur religion et quelle que soit leur croyance. Et effectivement, le bon premier pas est celui de la connaissance. La connaissance, c'est la première lutte contre la peur de l'autre. Je voudrais rajouter une petite chose par rapport à ce qui vient d'être dit, à savoir que personnellement, ce que je me fixe comme combat, c'est d'aider l'autre à se passer de moi. C'est-à-dire que le savoir, c'est vraiment le combat essentiel qui doit être mené. Il se trouve malheureusement que aujourd'hui, il y a une prégnance, une surreprésentation, une domination de cette idéologie littéraliste à laquelle vous faisiez allusion, qui se mélange, parce qu'elle n'est pas née de nulle part, elle vient en effet d'un certain nombre de moyens qui ont été investis par certains États du Golfe. Je pense que tout le monde dans cette commission est conscient de cette situation, et qui fait qu'aujourd'hui, on en est venu à une situation où c'est plutôt cette manière de vivre l'islam qui a pignon sur rue. Et les autres sont un peu relégués au second plan comme has-been. Et je pense que là, pour le coup, c'est une question de combat. Mon combat, c'est de faire en sorte que toutes les voix puissent être entendues, et naturellement, celles qui portent atteinte, qui appellent à la haine et qui portent atteinte à la vie humaine, celles-là, parce que contrevenant à la loi, doivent être interdites. En revanche, encore une fois, je ne pense pas que le rôle de l'AMIF, en tout cas, ce n'est pas comme ça que nous autres nous le concevons, soit de dire qui est le bon et qui est le mauvais musulman. Ce ne doit pas être ça le but, sinon ce sera trompé de combat. Le but doit, au contraire, de faire en sorte que, eh bien, toute personne vive en totale liberté de croire ou de ne pas croire, pour revenir à cette question si importante aujourd'hui, et surtout d'éviter, encore une fois, que ce soit l'orthopraxie à laquelle faisait allusion le professeur Beloussif à l'instant, qui l'emporte et qui fait qu'aujourd'hui, même des gens qui n'ont pas forcément une vision salafiste de la chose, qui ne pratiquent pas le salafisme, mais quand on pense islam, c'est certain, eh bien, on pense salafisme. Et ce n'est pas du tout ça ce que nous devrions avoir comme objectif. Monsieur El-Karoui, je pense que vous voulez compléter. Oui, il y a beaucoup de questions et je vous en remercie. Je vous remercie, chère madame, de citer mes livres, notamment le premier qui s'appelle L'avenir d'une exception, qui est sous-titré Pourquoi le monde a encore besoin des Français. Et je vous invite à le citer complètement, parce que je parle du paradoxe du modèle français. Je pense qu'effectivement, la France pratique l'assimilation. L'assimilation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a une idée collective, inconsciente, qui consiste à dire nous croyons dans les valeurs de l'universalité. La valeur de l'universalité, c'est quoi? C'est nous sommes tous des citoyens égaux. C'est la Déclaration des droits de l'homme. Avec une question qui est qu'est-ce qu'on fait avec les étrangers? Les étrangers ne sont pas comme nous, puisque ce sont des étrangers. Ils peuvent être porteurs de valeurs et d'organisations différentes, et c'est le cas des Maghrébins, d'ailleurs, plus que des Italiens ou des Espagnols, en termes de structure anthropologique. Je vous renvoie notamment aux travaux d'Emmanuel Todd. Et qu'est-ce qui se passe? J'essaye de comprendre le paradoxe, avec un double phénomène. Pardon, mais un niveau de discrimination extraordinairement élevé. Et je vous renvoie aux travaux encore de l'Institut Montaigne, qui a fait un testing. Tous les testings disent la même chose. Quand vous avez le même nom de famille, un prénom différent, un prénom qui a une consonance catholique, une consonance juive, une consonance musulmane, le nom de famille c'est Haddad, vous avez le même parcours, le même CV, 5000 CV ont été envoyés. Quand vous êtes un homme
avec un prénom musulman et un petit engagement religieux, vous avez été membre des scouts musulmans, vous avez 5 fois moins de chances d'avoir un entretien que quand vous êtes un homme ou une femme avec un prénom catholique. Bon. Demandez, regardez autour de vous, demandez. La question de la discrimination, elle est très élevée, elle est très mesurée partout. Donc on a d'un côté, il y a une enquête, vous parliez de la francité, c'est pas moi qui utilise le terme, c'est un concept qu'utilise l'INED, l'Institut national d'études démographiques, dans son enquête Théo, trajectoire et origine, qui s'interroge sur la trajectoire des enfants d'immigrés. Ils ont interrogé un certain nombre d'enfants d'immigrés qui disent à 40% souffrir d'un déni de francité. On leur dit, vous n'êtes pas des Français comme les autres. Il y a cette réalité-là, d'une forme de rejet. Et puis il y a une autre réalité, en même temps, qui est celle du nombre extraordinairement élevé de mariages mixtes. Quand on compare la France avec d'autres pays occidentaux, le plus intéressant, c'est de comparer la France et les États-Unis. Aux États-Unis, il y a des Noirs et des Blancs qui vivent ensemble depuis 350 ans. Il y a 3% de mariage mixte entre une femme noire et un homme blanc. En France, au bout de 50 ans de vie commune en métropole, on est à 25% entre des Maghrébins, notamment des Maghrébines, et des Français. Donc on a à la fois une extraordinaire ouverture, sans comparaison avec le reste du monde occidental, et de l'autre côté, un moment avant, qui est un moment de fermeture, et qui est ce moment de rejet, ressenti à la fois mesuré et ressenti par ces Français d'origine étrangère. Ça, c'est le paradoxe français. Et c'est l'assimilation. L'assimilation dit que tant que vous n'êtes pas comme nous, d'une certaine manière, on a un doute. On vous rejette. On vous rejette symboliquement. Mais à partir du moment où il n'y a plus de grande différence, et le voile est un exemple de cette grande différence, à partir du moment où il n'y a plus cette grande différence perçue, vous êtes considéré comme un Français, comme un autre, et la meilleure preuve, c'est qu'on se marie avec vous. Ce qui n'existe pas dans le reste du monde occidental. Donc, le paradoxe français, un moment... Si vous voulez, on rentre dans l'atmosphère nationale, dans l'atmosphère républicaine, on se dépouille de ce qu'on est. C'est un grand moment d'acculturation. C'est aussi un moment dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où on n'est plus de son pays d'origine et où on n'est pas encore français. C'est là où jouent les islamistes. C'est là où jouent les islamistes. C'est pour ça que c'est très important de nommer, c'est très important de dire vous êtes des Français comme les autres, vous avez vocation à être des Français comme les autres. Parce qu'il y a un moment d'inquiétude, il y a un moment d'incertitude. Et puis, à la fin de ce trajet, il y a l'accès non seulement à la nationalité, non seulement à la citoyenneté, mais l'accès à l'identité. Et ça, on le voit, et c'est le paradoxe que l'on mesure. Cette majorité silencieuse qui est intégrée et qu'on ne voit plus, et c'est la difficulté d'une certaine manière. Dans ce modèle français d'assimilation, le succès est silencieux, complètement silencieux. Et l'échec, lui, est très criant, parce que l'échec dit, mais en fait, ce que vous remettez en cause, c'est notre idée de l'universel. Puisque nous, on pense que tous les hommes sont égaux. Si vous n'accédez pas à notre identité universelle, peut-être que vous remettez en cause notre idée de l'universel. D'où cette réaction. On parle du voile. Moi, la loi française autorise le voile. Bon. Moi, comme musulman, je suis opposé au voile. C'est ça ce que ça veut dire. J'essaye d'expliquer aux uns et aux autres pourquoi le voile peut être perçu par certains, pas par tous, comme quelque chose d'insupportable. Notamment, j'étais aux États-Unis récemment, les Américains se disent les Français sont fous, xénophobes et racistes. Comment est-ce qu'il peut même y avoir un débat sur le voile ? J'ai dit le voile, finalement, ça peut être quoi ? Ça peut être perçu précisément comme cette grande différence. La grande différence entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de grande différence entre les hommes et les femmes en France dans le modèle républicain. Et donc, c'est perçu par les Français, la majorité des Français, comme quelque chose d'irréductible. Pourquoi ? Le voile, c'est quoi ? Ça peut être quoi ? Un déni de liberté. Les gens n'imaginent pas qu'on puisse porter le voile librement. Interrogez des femmes voilées, certaines d'entre elles vous diront le contraire. Mais un déni de liberté. Deuxième chose, un déni d'égalité. Si les hommes étaient voilés, c'est le cas chez les Sikhs, c'est pas absurde, si les hommes étaient voilés, ils ont un turban, il n'y aurait pas cette question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis aussi un déni de fraternité, parce que le voile, c'est une séparation. C'est une séparation entre vous et la société, c'est une séparation entre vous, corps musulman, ou identifié comme un corps musulman, et le reste de la société, corps non musulman. Donc, le voile, et c'est pour ça qu'il y a un débat en France sur le voile peut être perçu, interprété comme une question posée à l'idée d'universel. Moi, je pense que les femmes ne doivent pas porter le voile. Ce n'est pas ce que dit la loi. Pour vous répondre. Alors, Tariq Obru,
je vais vous dire plusieurs choses. Convoquez Tariq Obroux. Deuxième chose, lisez les livres de Tariq Obroux. Troisièmement, interrogez Alain Juppé sur Tariq Obroux. Il est imam de Bordeaux, Alain Juppé a été longtemps maire de Bordeaux. Quatrièmement, regardez la carte du djihadisme en France, regardez ce qui se passe à Bordeaux. Mais surtout, lisez-le, écoutez-le, et puis c'est toujours intéressant, regardez ce que disent les islamistes de lui. Il a son trajet, il a son parcours. Je crois qu'on a le droit de changer. Je crois qu'il y a un ancien Premier ministre qui était trotskiste. Je pense que quand il était Premier ministre, il n'était plus trotskiste. Certains disaient qu'il l'est, et c'était la taquilla. Bon. La dissimulation. Après, le salafisme. On ne saura jamais. Mais moi, dans ces cas-là, vous savez, je pense qu'il vaut mieux regarder les faits. Non, mais ça ne m'a pas échappé. Mais regardons les faits. En l'occurrence, avec Tariq Obroux, regardons les faits, regardons les écrits, regardons les dits. Les salafistes. Alors, j'ai entendu dire, effectivement, que je sous-estimais l'emprise des frères musulmans et que je surestimais celle des salafistes. Je regarde la dynamique. La dynamique en France, elle est générationnelle. Les frères musulmans, ils sont arrivés, enfin, ce qu'on appelle les enfants des frères musulmans, hein, parce qu'il n'y a pas une organisation qui s'appelle les frères musulmans. Il y en a une qui existe, elle est en Égypte. Hein, il n'y en a pas ailleurs dans le monde. Mais les frères musulmans, ils sont arrivés étudiants maghrébins en général en sciences dans les années 80 en France, venant essentiellement du Maroc et de Tunisie. Ils ont créé une première organisation qui a changé de nom plusieurs fois, qui était l'UOIF, aujourd'hui Musulmans de France. Je ne sais pas si vous avez invité Amar Lasfar. Je pense que ça vaut le coup d'auditionner Amar Lasfar, hein, si je puis me permettre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un conflit, mais depuis 20 ans, entre les fondateurs et la génération d'après. Les fondateurs, qui étaient des étrangers, qui parlaient bien arabe, ont dit aux jeunes membres des frères musulmans, vous, de toute façon, vous n'aurez jamais de responsabilité dans l'organisation parce que vous n'êtes pas d'assez bons musulmans et vous ne connaissez pas suffisamment à la fois la langue et le texte coranique. Ça a donné un premier départ de génération. Aujourd'hui, la dynamique, elle n'est pas chez les frères musulmans. Les frères musulmans, ils se sont, ou l'UOIF, ils se sont institutionnalisés, ils ont fait du business. Moi, j'ai rencontré Amar Lasfar, il me dit, moi, je suis un businessman. Lui, il fait du tourisme, il fait du pèlerinage, il fait de l'aérien, il a encore une activité religieuse. Mais pour moi, le sujet, il a migré de deux côtés, vers les identitaires. Je regarde où sont leurs enfants symboliques, hein. Vers les identitaires, incarnés d'une certaine manière par le CCIF, ce discours qui met au cœur de l'identité non seulement l'islam, mais la discrimination subie par les musulmans à travers le concept ambigu d'islamophobie. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une deuxième branche autour du salafisme, autour du néo-salafisme, qui est en train de muter, qui n'est pas celui des années 90 ou du début des années 2000, qui a un lien évident avec le djihadisme, et qui est surtout ce qui a, disons, le type d'organisation qui aujourd'hui a le vent en poupe. C'est pour ça que je pense que c'est important de décrire le salafisme. On l'a fait notamment, et je viendrai vous en reparler très en détail sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'échelle mondiale, les salafistes, les grands leaders, les grands prédicateurs, ont 10 fois plus de followers que le plus connu des frères musulmans, le Cheikh Kardawi. Que ce soit à l'échelle internationale ou que ce soit à l'échelle nationale. Donc, aujourd'hui, dans la structuration de l'islamisme, notamment chez les jeunes, je pense que c'est chez les jeunes que ça nous intéresse, les courants porteurs, c'est les identitaires d'un côté, les salafistes ou néo-salafistes de l'autre. Très bien, je vous remercie. Jean-Marie a un problème d'horaire. Alors, soit je suis très gentille, et je continue à être très gentille, mais on ne m'en fait pas la remarque, ou soit je passe la question à la première qui a demandé, Sylvie Gouache-Avant. Jean-Marie ? Oui, Jean-Marie. Jean-Marie, parce que tu as un impératif horaire, merci. Pas un vrai problème d'horaire, mais j'ai un rendez-vous téléphonique à 6h30 qui sera assez court. Pose ta question. Je la pose avant, mais ça ne te dérange pas? Ok, merci Présidente. Oui, donc messieurs, moi je trouve en effet votre audition très, très intéressante et c'est sûr qu'on est sur des sujets sur lesquels on tâtonne un peu tous. Bon, je rappellerai, c'est pas grave. Mais il faut reconnaître que beaucoup ont tâtonné avant nous et enfin, ont cité différentes organisations. Non, parce que moi j'ai un peu de mémoire. Enfin, je suis pas là pour affirmer des convictions, pour vous questionner, mais c'est juste pour dire d'où je parle. Et je me souviens un peu
à l'époque, il faut toujours se mettre dans le contexte de l'époque, l'espérance qu'ont suscité certaines initiatives prises par l'État français sur le culte musulman. J'ai connu l'époque Chevènement, hein, d'ailleurs un homme d'État français pour lequel je conserve une immense estime, mais je me souviens, il s'était intéressé à ces questions, il avait lancé l'initiative, Nicolas Sarkozy, enfin il y en a eu d'autres, et chaque fois, on s'est rendu compte après coup que les choses ne se passaient pas comme quand je dis on, c'est la République, c'est nous tous. Moi-même, j'ai participé sous Chirac au Haut Conseil à l'intégration. Enfin, donc voilà, si on remonte un peu sur les 20 ou 30 dernières années, mon propos de tâtonner ne vise personne en particulier, je m'inclus là-dedans. On est sur un sujet complexe, donc c'est intéressant. Première remarque. Deuxième remarque, et là c'est la question. Avant la question, juste une deuxième remarque très brève. C'est vrai qu'à travers à la fois nos propres échanges de membres de la commission d'enquête et à travers les auditions que nous avons, et toutes d'ailleurs ou la plupart très intéressantes, apparaissent ce hiatus entre ceux et celles qui considèrent qu'il y a la République, rien que la République, et il n'y a pas lieu de se poser la question d'une organisation, que ce n'est pas le sujet, que rentrer là-dedans, c'est déjà commencer à, et ceux qui considèrent, objectivement, je fais partie de cette catégorie, que, je reprends les propos de la rapporteure, ce qu'elle a dit sur la représentation, etc., on ne peut être que d'accord. Mais à partir de là, il y a des religions en France qui ont une organisation. Et il fut un temps, tout au long de notre histoire, je pense comme ça, ça me vient à l'esprit Napoléon avec les Juifs de France, etc. Il y a un moment où le pouvoir temporel... Alors là, revenons pas à Napoléon, c'est un autre moment, mais au minimum dans un dialogue sur le regard qu'on peut porter sur cette organisation. Et là, ma question est la suivante. Votre association, bon, très bien, c'est fort intéressant. On voit bien que c'est une démarche qui est encore en devenir. Est-ce que dans votre esprit, vous avez vocation à être, sinon un partenaire, du moins une voix des sachants, des gens qui ont des choses à dire, au-delà de votre vocation que vous avez rappelée, je n'y reviens pas, sur la question de la structuration de l'islam de France, même évidemment par d'autres que vous, qui peut-être prendront un jour la suite de ce qui se tâtonne à l'heure actuelle à ce niveau-là. Donc, comment vous positionnez-vous là-dessus? Est-ce que vous vous positionnez de manière complètement extérieure à ça, en disant, nous, on a notre part de business pour la bonne cause, on a également notre dimension culturelle, intellectuelle, etc. Ou est-ce que nous avons aussi... Moi, j'ai lu en 2016 le travail que vous avez fait pour la Fondation, pour l'Institut Montaigne. Je l'ai trouvé fort intéressant. Je n'étais pas d'accord avec tout, mais je l'ai trouvé fort intéressant. Ça a marqué une étape. Il y a eu d'autres rapports, Fondapol, etc. Il y a des choses qui partaient parfois un peu dans tous les sens. Je ne parle pas de Fondapol, je parle en général. Et là, ça a marqué une étape... Forcément, on ne peut pas imaginer que vous n'ayez pas aujourd'hui quelques idées sur ce que pourrait être demain l'organisation de l'islam de France. En m'excusant d'avoir été un tout petit peu plus long que je ne le souhaitais. Ah oui. Alors, je le redis, je pense que c'est très important. Toutes les religions en France sont organisées. Toutes les religions sont financées de façon transparente. Il y a même des religions qui, par exemple, c'est le cas du Consistoire central du judaïsme français, utilisent le kasher comme un instrument central de financement en même temps que les dons. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pas très différent. C'est même à peu près exactement la même chose. Bon. Il se trouve qu'il y a d'autres sujets de consommation liés à la religion, dans la religion musulmane. Il y a le halal. On peut discuter du halal. Vous avez reçu Mme Bergeau-Blacker. On peut discuter de l'utilisation qui est faite, l'invention d'une tradition, etc. On peut aussi constater, on le déplore ou on le déplore, ça c'est pas mon sujet, que c'est devenu une activité économique qui est une activité économique importante. Il y a la question du pèlerinage qui est très mal organisée, avec des abus, etc. Donc, avoir un régulateur qui contribue à structurer l'organisation du culte par le financement, je pense que c'est essentiel et je pense, que c'est ce que font tous les autres cultes.
Le denier du culte étant, dans l'Église catholique, une façon d'organiser et de financer. Ensuite, la vocation de la MIF n'est pas de dire la théologie. La vocation de la MIF, elle est à la fois ambitieuse et modeste. C'est un rouage dans un système qu'il faut réussir à mettre en place avec une représentation du culte, en l'occurrence des mosquées, avec beaucoup de questions qui sont liées aux mosquées, et puis de l'autre côté, des questions qui sont des questions religieuses, des questions théologiques, qui ont vocation à être traitées par des religieux et des théologiens. Aujourd'hui, on a tout mélangé au sein du CFCM, on a mélangé les questions d'organisation du culte, les questions financières et les questions théologiques. Je crois que c'est mal fait. Je pense qu'il y a une nouvelle direction au CFCM, une nouvelle direction à la Mosquée de Paris, qui ont, je pense, de bonnes intentions. Je pense qu'aujourd'hui, l'islam a besoin de France, a besoin de séparer les ordres. Un ordre cultuel, un ordre financier, un ordre théologique. Plus tard, peut-être que tout ça sera réuni sous le même toit, comme c'est le cas avec le consistoire central. Tant mieux. Aujourd'hui, il faut séparer les ordres, et notamment sur le plan des activités économiques, séparer les opérateurs économiques du régulateur. Ce qu'on essaye, monsieur le sénateur Bockel, c'est être des hommes et des femmes de bonne volonté. Et vous avez mentionné que c'est une question qui est difficile, un problème complexe. C'est complexe parce qu'il y a de l'humanité, parce qu'il y a de l'humain dedans. En marketing, on dit le critère le plus important est plus important que l'ensemble des critères. À notre sens, le critère le plus important, c'est de comprendre que c'est une question française et qui doit être réglée par tous les Français. Ça n'est pas qu'un élément musulman pur, et vous l'avez tout à fait bien compris. Et vous avez fait référence à l'espérance, dont on n'oublie pas que c'est une des trois vertus théologales, donc ça nous porte quand même. Voilà, vous venez donc d'assister à l'audition du président de l'AMIF, l'Association musulmane pour un islam de France. Hakim El Karoui a dit ne pas vouloir répondre aux accusations de non-représentativité adressées à l'encontre de son association. Il a tenté d'expliquer le projet de son association, un projet qui vise notamment, selon lui, à mieux structurer la religion musulmane en France. Voilà, c'est la fin de cette émission. Restez avec nous, l'information politique continue sur Public Sénat.